Il est tout juste 19 h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Intempéries, il a abondamment plu hier dans plusieurs régions. Des pluies torrentielles avec un pic journalier de 70 mm dans certaines provinces. Ces précipitations ont mis à mal l'infrastructure. La rentrée scolaire, c'est demain. Grande nouveauté cette année, le projet d'école pionnière. 630 écoles sont concernées. Au programme, une batterie de nouveautés pour rehausser la qualité de notre enseignement. L'achat de fournitures et manuels scolaires pèse parfois lourd sur le portefeuille des familles. Pour les soulager, les manuels d'occasion aux usagers sont le refuge financier. Nous suivrons un reportage au Souk El Bhira de Casablanca. Bonsoir à tous. La pluie a fait son grand retour. Les précipitations ont concerné hier les 4 coins du royaume, atteignant des seuils que l'on n'a pas vus cette année. Il y a plus d'écart d'Anador. 37 mm ont été enregistrés, 36 mm à Oujda, à Taourirt, 35 mm à Knetra, 21 mm et 7 mm à Casablanca, Rabat et Taza, et moins d'1 mm à Marrakech, Beni Mellal, Meknes et Tiznit. Et avec ces pluies torrentielles, les habitants de l'Oriental ont vécu des heures difficiles. Des routes perturbées en raison du flot, des rues submergées et des maisons inondées. Les débordements des flots sur les avenues ont fortement perturbé la circulation. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans plusieurs provinces. La plus touchée reste la province de Taourirt où une personne a trouvé la morte. Quelques valeurs parlantes de l'ampleur de ces précipitations. 73 mm de pluie enregistrée à Mestgmer, 60 mm à Layoun et à Debdou, 43 mm. Rentrée scolaire 2023-2024, fin des vacances. Nos élèves reprennent demain le chemin de l'école. Une reprise sous le sceau du déploiement de nouvelles mesures pour une école publique de qualité. Parmi ces mesures phares, les écoles pionnières dans les établissements publics. Ces établissements promettent de jeter les bases d'une école publique du futur fondée sur une approche participative et répondant aux exigences du secteur. Dans la province de Moulay Yacoub, le reportage d'Anwar El-Romari et le commentaire est de Nisrine Aouzdar. Flambant neuf, ce lycée qualifiant de Fès est fin prêt pour accueillir ses 420 premiers élèves. Ils seront formés par un total de 22 encadrants. Doté d'équipements et d'installations modernes, l'établissement viendra renforcer l'offre éducative dans la région Fès-Meknès. Le modèle école pionnière implique une transformation globale de la performance. Il repose désormais sur l'engagement volontaire du personnel et cela pour la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques et matérielles au service de la réussite des élèves. L'établissement est de nature à alléger la pression sur les zones limitrophes. Des centaines d'élèves n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour pour rejoindre l'école. Toutes les conditions sont réunies pour assurer une formation de qualité. De quoi permettre aux élèves d'apprendre et en même temps de s'épanouir et de s'ouvrir aussi sur de nouveaux horizons. Et cela conformément à l'ambitieuse feuille de route tracée pour ce secteur clé. Idem en milieu rural. Là aussi, les acteurs concernés conjuguent leurs efforts pour le bon déroulement de la rentrée scolaire. Cet établissement accueillera demain 180 élèves. Nous sommes en train de régler les derniers détails pour la rentrée. Les enseignants ont bénéficié de plusieurs ateliers et formations en amont. Ils sont maintenant pleinement motivés et surtout déterminés à apporter leur pierre à l'édifice pour la réussite de cette rentrée scolaire. Cette rentrée scolaire correspond à la deuxième année d'application de la feuille de route relative à la réforme du système éducatif national. Objectif principal, élever le niveau des apprentissages fondamentaux des élèves et surtout réduire le taux de décrochage scolaire, un taux qui demeure très élevé dans les zones rurales.
Le retour sur le banc de l'école se fait cette année sous le signe Tous pour une école de qualité au profit de tous. Les écoles pionnières sont le fer de lance de ce programme ambitieux. Alors, quels en sont les objectifs et les enjeux? Pour nous éclairer avec moi ce soir, professeur Mostafa Srimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit et politologue. Alors, professeur, quelle est votre appréciation? D'abord, la rentrée scolaire est un fait social majeur. Savez-vous quelle est la population scolaire? Près de 9 millions d'élèves. C'était 8 800 000 en 2022. Dans les prochaines semaines, on aura le chiffre total, donc c'est extrêmement important. C'est aussi un fait qui est marqué cette fois-ci par la deuxième année d'enclenchement d'une réforme qui est inscrite dans une vision 2022-2026 et plus globalement dans une vision se projetant aussi à l'horizon 2030. Il y a des principes qui ont été maintenant consacrés, qui vont être appliqués. D'abord, ça s'appuie sur un triptyque, c'est-à-dire l'enseignant, l'élève et l'établissement. Donc c'est une approche globale du système scolaire, de l'écosystème, pas simplement des mesures par-ci par-là pour tel ou tel domaine. Alors, un certain nombre de principes, c'est l'amélioration évidemment de la qualité de la formation, la garantie d'une maîtrise des apprentissages fondamentaux dans le primaire en particulier, des cursus diversifiés depuis le collège et soutien pour meilleures conditions. Dans ce processus-là, il y a des réformes déclinées suivant un agenda. Vous avez fait référence à juste titre aux écoles pionnières, 630. C'est des écoles qui vont bénéficier de mesures particulières pour l'amélioration des enseignements, des conditions de travail, etc. Et c'est un processus qui va se poursuivre à raison de 200 écoles pour les années à venir. Donc l'option n'est plus de généraliser partout, l'option c'est d'inscrire ça dans un mode sélectif, graduel, en commençant par les 630 écoles pionnières. Et c'est extrêmement important parce que c'est de nouvelles méthodes pédagogiques, c'est une formation continue du personnel enseignant aussi, et puis des mesures pour réduire à terme le taux de déperdition qui est aujourd'hui de 330 000, et il faut le réduire de moitié pour les années à venir parce que ce n'est pas normal qu'il y ait un système avec un taux de déperdition de cette importance. Et sur un autre volet, cette semaine a été aussi marquée par la rentrée politique. Des dossiers stratégiques structurent l'action du gouvernement. Parmi les grandes priorités, le dialogue social. Professeur Srimi, cette rentrée politique se fait sous le signe de la concrétisation des engagements. Que sont-ils? La rentrée politique, c'est un certain nombre de faits liés à un agenda. D'abord, il y a un agenda relatif à la préparation du projet de loi de finances pour 2024. Il est aujourd'hui en discussion au niveau de la direction du budget du département de finances avec les départements ministériels concernés. Et il s'agit d'arriver avant le 20 octobre, date butoir, un projet de loi de finances qui sera déposé au plus tard à cette date-là, du 20 octobre, devant le Parlement. Entre-temps, il y aura un conseil de gouvernement pour valider, puis un conseil des ministres, vous le savez. Il y a des contraintes qui pèsent sur cette loi de finances. Ça fait partie des éléments qui donnent le statut de grand rendez-vous à cette rentrée. C'est le projet de loi de finances, évidemment. Et il y a des priorités, vous savez, qui ont été définies par le chef du gouvernement. C'est des mesures de soutien de la conjoncture, notamment pour ce qui est un certain nombre de secteurs économiques et, si possible, la préservation du pouvoir d'achat, avec à terme donc l'utilisation enfin du registre social unifié pour arriver à des mesures d'aide sur des populations ciblées. C'est un travail qui a tardé, mais il va être fait. Il y a aussi la poursuite des réformes, évidemment, et ce qu'on appelle la soutenabilité des finances publiques. Autre grand dossier, vous l'avez évoqué, évidemment, c'est le dialogue social. Le dialogue social obéit à un agenda. Il y a eu des accords le 30 avril 2022, il y a 18 mois, avec un certain nombre de mesures inspirées de ce souci, formulé d'ailleurs par le souverain, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue social institutionnalisé et pas de temps en temps, c'est-à-dire un agenda tous les 6 mois. Entre-temps, donc, tous les 6 mois, on fait le point. En l'espèce, aujourd'hui, évidemment, c'est la préparation de la loi de finances et sa mise au point. Le gouvernement a tenu une réunion
en la personne de son ministre de l'Emploi et de la ministre des Finances vendredi avec la CGEM. Il reste un autre rendez-vous avec les syndicats, mais le problème qui est posé aujourd'hui, qui est compliqué, c'est celui ponctuel, mais qui focalise des problèmes, celui de l'application d'une mesure décidée en avril 2022, c'est-à-dire une deuxième augmentation du SMIC de 5% après l'augmentation qui est intervenue en septembre 2022. Sur ce plan-là, donc, il y a un problème et des divergences. Pour la CGEM, il s'agit d'accords qui forment un tout indivisible et l'augmentation de 5% en septembre 2022 du SMIC, puis de 5 autres % en 2023, était conditionnée par l'adoption par les organisations syndicales du projet de réforme du Code du travail. Il était prévu dans l'accord d'avril 2022 que la réforme du Code du travail devait se faire au plus tard, lors de ce dernier trimestre, pour être présentée au Parlement le 1er janvier 2024. À ce propos, professeur, si vous permettez, je vous propose d'écouter ce partenaire impliqué fortement dans la mise en place du dialogue social, à savoir le patronat. Il s'est réuni hier pour présenter ses principales orientations autour des sujets prioritaires pour cette nouvelle rentrée. Les recommandations de la CGEM s'articulent autour de la réforme de la TVA et de la fiscalité locale. Je vous propose d'écouter le président de la CGEM, Chakib Lalej. Je tiens à souligner que la CGEM n'est pas du tout contre une deuxième augmentation de SMIC, au contraire, sachant que les entreprises aussi rencontrent beaucoup de difficultés et une pression énorme sur leur trésorerie, notamment en raison de l'inflation. Le vrai sujet pour la CGEM, c'est la création de plus d'emplois de qualité pour nos concitoyens, et ça passe fatalement par la promulgation de la loi sur la grève, qui est aujourd'hui encadrée dans la majorité des pays du monde, et aussi la mise à jour du Code du travail qui a plus de 20 ans. Ces deux chantiers sont absolument prioritaires pour pouvoir accompagner aussi la charte de l'investissement. Pour que nos recommandations soient prises en considération, ce sont des recommandations qui sont pragmatiques, qui sont logiques et qui portent principalement sur la réforme de la TVA et de la fiscalité locale. Et professeur, justement, quels commentaires pouvez-vous nous faire à ce sujet ? La balle est du côté du gouvernement. C'est au gouvernement à présenter d'un projet de réforme du Code du travail qui date de 2004, ça fait 19 ans. Et on peut s'étonner que cet exécutif-là n'ait pas pris des mesures pour faire examiner ce texte-là lors de la précédente session et ne pas arriver donc aujourd'hui à cette situation qui est une situation de blocage. Les syndicats à bon droit disent le 1er septembre, il faut augmenter 5%. La CGEM n'a pas tort non plus parce qu'elle dit oui, mais c'est inscrit dans un certain nombre de mesures complémentaires, incitatives, devant favoriser l'investissement, etc. Donc il faut accélérer, rattraper le temps perdu. Et il ne faut pas que ce soit un élément de blocage parce que c'est la crédibilité du dialogue social qui est en jeu. Dossier du Sahara marocain. Dans une soixantaine de jours, le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera à nouveau sur le dossier de la cause nationale. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain est attendu dans la région. Alors, professeur Srimi, comment se présente cette éventuelle tournée si elle a lieu dans le contexte actuel ? Je vais être bref. RAS, rien à signaler. Des réseaux sociaux ont fait état d'une prochaine visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, après des contacts qu'il aurait eu à Bruxelles. Ça n'a pas été confirmé. Ça a été même démenti par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Donc pour l'instant, il n'y a pas de programme de visite de cet émissaire personnel dans la région. C'est une situation de blocage qui tient à quoi ? Qui tient au refus du pays voisin, l'Algérie, du mouvement séparatiste, de s'inscrire dans un processus onusien défini sur la base de principes dans la résolution 2654 d'octobre 2022. C'est pour ça que c'est avec beaucoup de sérénité, je conclus, que le Maroc attend la prochaine réunion du Conseil de sécurité au mois d'octobre. La question nationale sera inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité pour dire la défaillance, elle est où? La responsabilité, elle est où? Elle est du côté voisin du mouvement séparatiste qui ne respecte plus le cessez-le-feu depuis novembre 2020. C'est important. Donc, il est sorti du processus onusien cessez-le-feu.
Et avec son parrain, l'Algérie, il décline et il refuse une troisième rencontre sur la base de la formule des tables rondes qui avait eu lieu en Suisse en décembre 2018 et mars 2019. Donc c'est pour vous dire que c'est avec beaucoup de sérénité que le Maroc attend la réunion du Conseil de sécurité. Professeur Mostafa Sahimi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci à vous. La rentrée scolaire implique beaucoup de charges pour les parents. Elle pèse lourd sur leur portefeuille. Alors, pour alléger les charges des ménages, opte pour des livres et manuels scolaires usagés. Le Souk El Bhira à Casablanca a l'avantage d'offrir un large choix d'ouvrages scolaires d'occasion à des prix abordables. Soufiane Brahimi, Bouchaïb Ammari avec Zakaria Mouqin Billah. À la chasse de bonnes affaires, ce client négocie les prix avant d'être preneur. Au Souk El Bhira, situé dans la médina de Casablanca, les chalons sont nombreux comme à chaque rentrée scolaire. Manuels et livres scolaires usagés sont les plus demandés. Le Souk de l'Bhira est une référence pour la vente de livres d'occasion. On peut y acheter des livres qu'on ne trouve pas ailleurs. Nos clients viennent aussi d'autres villes pour se procurer des ouvrages scolaires. Les prix sont compétitifs. À Toufar, une offre diversifiée de livres scolaires au programme dans le système éducatif public, privé ou relevant de la mission, à des prix qui défient toute concurrence. Un choix pléthorique. Je cherche des ouvrages scolaires pour mes deux filles. L'aînée est en 3e année collège, la cadette en CM2. Ici, on trouve notre bonheur. Depuis tout petit, j'achetais mes livres scolaires à l'Bhira. On faisait aussi l'échange des manuels de l'année passée contre ceux de la nouvelle année. Cela nous facilitait beaucoup la tâche. Si les prix varient, l'avantage est d'être raisonnable par rapport au prix du neuf. Une solution idéale pour les familles, afin d'épargner un peu d'argent et alléger les charges financières à l'occasion de chaque rentrée scolaire. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.